Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'explication des règles de Doomtown dont je vous ai parlé récemment. La première vidéo était là pour vous montrer un petit peu les produits qui étaient sortis, vous rappeler un petit peu l'histoire autour du jeu, et puis voilà. Aujourd'hui, on va s'attacher aux règles. Alors comme ma vidéo que j'avais fait de vampire à l'époque, je pense que cette vidéo-là sera plutôt très bien pour dégrossir le terrain à 75-80%. Vous ne connaîtrez pas 100% des règles, il y aura toujours des petits points précis, des petits cas ultra particuliers, ou des trucs peut-être parfois à vous remémorer quand vous aurez les cartes en main et quand vous commencerez à jouer. Voilà, il y a énormément, il y a pas mal de petits points, de règles un petit peu précis, des trucs liés très souvent à la thématique. Si on prend Vampire, il y a le Camarilla, le Sabbat, les indépendants, les anarches, etc. Il y a tout un tas de petits trucs qui méritaient pas pour moi de trop développer dans l'explication de la règle. Et dans Doomtown, c'est pareil, il y a des petits points précis, des sous-types dont je parlerai très rapidement, mais je vais vraiment plutôt m'attacher à la mécanique globale du jeu, les déplacements, les mains de poker, etc. Et vous connaîtrez, comme je vous le disais, une très grosse partie des règles. Voilà, donc c'est un jeu qui est pas franchement évident, mais après coup, là j'ai refait 2 parties récemment, je me suis replongé un petit peu dans les règles. Il est pas si compliqué que ça. Bon, on va pas faire de point de comparaison entre Netrunner, Vampire, etc. Ça rentre dans la même catégorie de jeux, des jeux plutôt experts, des jeux assez lourds. Mais finalement, les règles de Doomtown ne sont pas si compliquées que ça. Ce qui rend le jeu compliqué, c'est justement tous les petits sous-types de cartes et le jeu en lui-même. Quand vous aurez des décisions à prendre, c'est pas franchement évident parfois. Parce que ce qui fait la grosse particularité de ce jeu-là, selon moi, c'est que c'est finalement avant tout un jeu de plateau, un jeu de figurines, et vous rajoutez une troisième dimension à un jeu de cartes traditionnel, qui est le déplacement avec une notion de zone adjacente autour de vos personnages. Et jouer avec une troisième dimension, c'est forcément beaucoup plus riche, beaucoup plus profond, et du coup beaucoup plus compliqué. On va dire ça comme ça. Alors, par où démarrer ? Donc le but du jeu, là vous êtes dans une ville qui s'appelle Gomorrah, qui est constituée de plusieurs zones. Vous avez ici la zone chez vous, qui est votre côté de rue. Là ici j'ai une maison, je vais vous faire voir ça en gros plan très peu de temps après. Juste en face, chez mon adversaire, il y a sa maison, il y a son côté de rue. Pour l'instant, les rues sont très limitées, vous avez que sa maison, que ma maison, mais il va y avoir des lieux qui vont venir petit à petit à gauche et à droite de la maison. Et au milieu de tout ça, vous avez le Town Square, c'est la place centrale dans laquelle les joueurs vont pouvoir se déplacer. Et vous avez à l'extérieur de tout ça, à l'extérieur de ces 3 grosses zones, la zone en dehors de la ville, out of town, dans laquelle vous allez avoir des cartes qui vont pouvoir être posées. Et ça va rajouter comme ça des zones de jeu, des cases dans lesquelles on va pouvoir aller, qui sont très distantes, qui sont très lointaines. Ça va être des carrières de Ghost Rock. Le Ghost Rock étant ceci, la petite monnaie du jeu. Voilà, vous avez différentes zones. Là, ici, j'ai mis mon deck, un deck de 54 cartes. 52 cartes plus 2 jokers optionnels. Ce qui se passe, c'est, du coup, on va prendre la petite caméra. Je vais prendre ici. Moi, j'ai décidé de jouer la faction des Fearmongers. Il y a plusieurs factions dans le jeu, chacune ayant des spécificités, une mécanique globale un petit peu particulière, mais globalement les Fearmongers seront toujours un petit peu dans la même thématique. En face, c'est les Law Dogs, les hommes de loi, les shérifs, les députés, etc. Tac. Donc on va avoir notre maison qui détermine notre clan. On va avoir un effet de jeu. On va avoir une somme de départ, une quantité de Ghost Rock disponible qu'on va pouvoir utiliser pour faire venir des personnages en jeu dès le début de la partie, avant même de commencer à jouer.
Et ça ici, je vais vous en parler dans quelques instants. Alors moi, j'ai déjà pris des cartes dans mon deck. Donc vous construisez votre deck, hein, et puis avant de commencer, vous allez piocher jusqu'à 5 cartes maximum de votre deck. Et vous allez commencer à jouer avec ces cartes-là. Les cartes de départ, c'est le starting gang. On ne peut mettre dans son starting gang que des cartes du clan de la maison. Donc ici, j'ai 3 Fearmongers. Et ici, j'ai mis 2 personnages additionnels qui n'appartiennent à aucun clan. Ce sont des personnes neutres. Les personnages dans ce jeu-là portent en termes de valeur de poker, c'est que des piques. Voilà, je vous expliquerai après le reste un petit peu après. Du coup, j'ai le droit à 19 Ghost Rock, des petites pierres, la monnaie du jeu. Donc là, je dépense pour mon starting 5, et 4, 9, et 2, 11, 11 et 4, 15, et 2, 17. Donc parmi les 19 de départ, j'en utilise 17. Je vais commencer la partie avec 2 Ghost Rock. Mon adversaire fait la même. Alors, l'adversaire, il a 1, 2, 3, 4, 8, 12, 15. Il a un starting de 19. Lui, il va commencer avec 4. Hop, voilà. La réserve de thunes, on la laisse ensuite sur le côté. Et voilà. Je vais repasser sur la caméra globale. Donc, on a sa maison, notre starting gang qui démarre dans la maison. Alors par souci de commodité, vous pouvez étaler les cartes en dessous de votre maison, comme ça vous avez quand même accès à vos cartes et à la lecture de chacune d'entre elles. Mais normalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles sont vraiment dans le même lieu. À la limite, si vous avez même des figurines pour symboliser vos cartes, vous pouvez poser les figurines, ça sera encore plus simple. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'elles sont toutes dans votre maison. Là, je vais juste les écarter un tout petit peu. Question de commodité. Au niveau de la structure du tour, comment ça se passe? On a la toute première phase du jeu, c'est la phase de mise, la phase de gambling. On va miser chacun un Ghost Rock. Hop, c'est la mise de départ. Je mise 1, l'adversaire mise 1. Alors, naturellement, on pioche notre main de départ. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. On a une main. 1, 2, 3, 4, 5. On a une main. Hop. Donc voilà, ça c'est notre main de jeu dès le départ. Hein. En phase de gambling, donc on mise 1. Et ensuite, on va mettre notre main de jeu de côté. Et on va prendre une main de poker. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5. L'adversaire fait la même. 1, 2, 3, 4, 5. Bah là, c'est intéressant parce qu'en plus, on a un joker ici. Là, ce qu'on va regarder dans notre main de poker, enfin, à chaque fois qu'on tire une main de poker, que ce soit en phase de gambling en début de tour ou lors d'un combat, lors d'un shoot-out, on va complètement occulter toutes les valeurs du jeu, tout le texte du jeu. C'est comme si toutes vos cartes étaient vierges. Alors, sauf pouvoir particulier, hein. Et on va s'intéresser que aux valeurs de poker. Donc là, j'ai, hop, bah vous voyez, j'ai une paire de 10, et lui, il a absolument rien. Il a juste un joker ici, et ce joker-là dit qu'on choisit la couleur et la valeur. Et le but du gambling, c'est d'avoir la plus petite main possible. Donc là, bah, lui, il va dire que ça, c'est une carte lambda, mais qui ne va pas créer de combinaison particulière. Donc là, c'est lui qui a gagné la phase de gambling parce qu'il va avoir la main la plus faible. Donc, on va utiliser un jeton, peu importe. On va utiliser ce jeton-là qui indique que lui, c'est le winner du tour. C'est-à-dire que c'est lui qui va commencer à jouer durant le tour, et lorsqu'il y aura des pseudo-égalités entre joueurs, ou à un moment donné, les deux joueurs qui veulent jouer un truc en même temps, ça sera toujours le winner qui aura la priorité, il jouera son effet avant l'autre. Les mains qui ont été révélées sont discardées. Vous allez voir que dans ce jeu-là, on discarde toutes ces mains de poker, on les discarde tout de suite.
le deck va se meuler très très vite, pas de panique, dès qu'on n'a plus de deck, on remélange la discard et ça reforme un nouveau deck. Et vous verrez en quoi c'est aussi assez intéressant par la suite. Le winner du tour ramasse le Ghost Rock qu'on avait misé, donc il récupère sa mise et il vole la mienne. Et maintenant, c'est le winner, c'est lui qui va commencer à jouer. On a, juste après la phase de gambling, une phase d'upkeep, où là, les deux joueurs vont jouer en simultané. La phase de gambling, on va récolter de l'argent. Donc vous avez, je vais reprendre la petite carte de maison de départ, vous avez une valeur de production, c'est-à-dire qu'à chaque tour, votre maison va produire une certaine quantité d'argent, là ici en l'occurrence 3, que vous allez gagner dans votre réserve. Si vous aviez des lieux en jeu, on va prendre un exemple, donc les lieux c'est les losanges, bah voilà, très très bon exemple. Si vous avez un lieu en jeu, que ce soit un out of town comme celui-ci, en dehors de la ville, ou un truc dans la ville, hein, je peux vous faire voir. Ça c'est quoi? C'est une distillerie. Bon voilà, ça c'est dans la ville. Certains lieux, les deeds, les lieux s'appellent dans ce jeu-là en anglais les deeds. Donc déjà, ils ont tous en valeur de poker, c'est tous des carreaux. Les lieux ont eux aussi très souvent des valeurs de production, donc vous rajoutez à votre production de la maison à chaque tour la thune que produit vos lieux. Donc voilà, vous allez gagner de la thune à chacun de vos tours que vous placez dans votre réserve. Il va falloir faire attention également, je vais prendre un exemple chez l'adversaire. Hop, certains de vos personnages ont un coût d'upkeep en bas à droite. Alors très souvent c'est 0, mais quelquefois malgré tout il y a une valeur d'argent. Juste après avoir récolté l'argent de votre maison et de vos lieux, vous devez payer l'upkeep de vos personnages. C'est-à-dire que c'est de l'argent qu'il faut leur donner à tous les tours pour que les mecs continuent à travailler pour vous. Donc là par exemple mon adversaire va devoir payer 2 d'upkeep. S'il ne peut pas parce qu'il n'a pas d'argent ou s'il ne veut pas, la carte est défaussée. Généralement, on essaye malgré tout de maintenir ces personnes en jeu. Hop. Écoutez, c'est tout pour la phase d'upkeep. Ensuite, on est dans la phase qui s'appelle le High Noon. C'est l'après-midi, en gros. Le soleil est à son zénith. Il fait chaud, il fait beau. Et là, les joueurs vont faire différents types d'actions. Et c'est le winner du tour, celui qui avait gagné le low ball, enfin qui avait eu la plus petite main au low ball, qui commence à jouer. Les actions dans ce jeu-là, c'est quoi? C'est jouer une carte, par exemple. Donc les cartes qu'on peut jouer. Hop, tac. Les cartes, c'est quoi? On va avoir les pics, donc les personnages, les dudes. Pour jouer une carte, vous avez le prix de la carte qui est en bas à gauche, donc vous tapez dans votre Ghost Rock, vous la jouez en jeu. Les personnages arrivent dégagés dans votre maison. Voilà, ça c'est un premier type de carte qu'on peut jouer. Vous avez les goods. Les goods, c'est la couleur des carreaux. Les goods, ce sont des améliorations, ils sont diverses et variées. Alors moi, dans mon deck, ils sont peut-être un peu moins variés que le potentiel global du jeu, mais mon adversaire doit en avoir, je vous les ferai voir juste après. Là j'essaie juste de faire défiler, tac tac, ouais moi j'ai que des ex, ce sont que des sorts. Hop, mon adversaire il a quoi dans son deck? Lui il doit avoir d'autres trucs, il a des armes, hop hop hop, weapon, attire, bah tiens ça c'est très bien, ça me fait un autre exemple, horse c'est très bien. C'est parfait. Weapon. Hop. Ok, ça devrait être tout. Normalement, c'est tout. Qu'est-ce qu'il avait jeté? Est-ce que j'en loupe? Oh bah tiens, ça c'en est un. Voilà. Donc, le deuxième type de carte qu'on peut jouer, donc c'est les goods. C'est des améliorations. Ils sont de toutes sortes. Ça peut être des armes, weapon. Ça peut être des attires, c'est des déguisements, j'allais dire. Non, c'est
des habits, des chapeaux, une étoile, enfin c'est tout ce qui est cosmétique qui peut se poser sur un perso mais qui n'est pas considéré comme une arme. Ok. Ça peut être un cheval, voilà, une petite monture pour votre personnage qui va se servir à se déplacer bien souvent. Ça peut être des goods, des améliorations mais qui ne sont d'aucun type. Ça va être des trucs divers et variés. Un personnage, donc ces cartes-là, quand vous les jouez, comme d'habitude, vous payez le prix en bas à gauche, et ça arrive, alors je prends ça complètement au hasard, ça arrive en jeu sur un personnage. Voilà. Un personnage ne peut avoir qu'un seul cheval sur lui, qu'un seul attire, qu'un seul weapon. Il peut avoir d'autres goods d'un type divers et varié, il peut en avoir autant qu'il veut, il n'y a aucun problème. Et après, il y a un type de goods bien particulier que sont les sorts. Ils ont un template de cartes un petit peu bizarre en haut. Et il y a 3 types de sorts. Je vais vous les faire voir. Au niveau des sorts, vous avez 3 types. Comme je le disais, vous avez les Ex, plumes noires, les Spirites, plumes un petit peu comme ça, zébrées, et les Miracles, plumes blanches. C'est avant tout que pour de la thématique. Les 3 types de sorts auront la même mécanique, le même comportement en termes de gameplay, si ce n'est que ça ne va pas être lancé par le même type de personne. Les ex, donc c'est des sorts un petit peu maléfiques, on va dire, un petit peu agressifs, un petit peu de combat. Il n'y a qu'un certain type de personnes qui peuvent les lancer, c'est les hucksters. Voilà, vous pouvez jouer un ex que sur un huckster. J'ai pas les exemples avec moi, mais c'est exactement le même principe pour les spirites et les miracles, sauf que les spirites ne peuvent être lancés que par des chamans. Ici, il y aurait écrit chaman. Et exactement la même chose pour les miracles. Les miracles ne peuvent être lancés que par les blessed. Il y aurait écrit ici blessed. Voilà, c'est tout pour les spirites et les miracles. Je m'attarde pas trop. Comment ça marche? Un sort, une fois qu'il est attaché à votre personne, vous allez pouvoir l'utiliser. Bien souvent dans le coup, il y a écrit boot. Boot, ça veut dire engagé dans ce jeu-là. Et c'est pas sûr qu'on réussisse l'action du sort. Je sais pas si j'en parle tout de suite. Si, je vais en parler tout de suite, allez. Quand on veut utiliser le sort, qu'est-ce qui se passe? Donc on lit tout ce qui a écrit en gras avant les 2 points. Avant les 2 points, c'est le coût de l'effet. Et après les 2 points, c'est l'effet, justement. Noon, ça veut dire qu'on peut jouer l'action que en phase High Noon. Donc la phase où on peut jouer toutes nos cartes et utiliser nos effets. Voilà. X9, ça veut dire que c'est un sort X, mais qui est d'une difficulté 9. Et Boot, ça veut dire qu'on l'engage. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser 20 milliards de fois durant le tour. 9, ça veut dire quoi? C'est une difficulté à surpasser ou à au moins égaler pour réussir à utiliser convenablement le sort. Qu'est-ce qui se passe? C'est que votre huckster, il a un niveau de maîtrise, un niveau de compétence pour lancer les hex qui est ici de 1. Et pour voir si on réussit un test de 9, on ne jette pas de dés, on poule, on tire la première carte de son deck que l'on va défausser, on oublie complètement le texte, on regarde que la valeur de poker. Donc les valeurs numériques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est la valeur que vous ajoutez à la compétence du huckster. Il faut au moins que ça égale la difficulté du sort pour que l'effet soit réussi et que vous puissiez le jouer. Alors quand il n'y a pas de valeur numérique, quand c'est valet, donc c'est 11, dame c'est 12, roi c'est 13 et as c'est 1. Voilà, bon, c'est un petit peu logique. Ça fonctionne exactement pareil pour les miracles et les spirites. Il y a un autre type de carte qui est des techniques qui peuvent être lancées que par des personnes qui ont écrit ici Kung Fu. C'est un petit peu plus différent, mais le principe est le même. On va avoir une difficulté, on va avoir une compétence de Kung Fu, on va faire un pool pour voir si on réussit le test. Sauf que là, c'est un petit peu différent au niveau de la valeur. Il ne faut pas être au moins égal, il faut être justement en dessous. C'est l'inverse. Voilà, c'est vraiment les grosses difficultés du jeu. J'espère ne pas vous avoir perdu. Je voulais pas trop en parler, puis finalement c'est fait parce que voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut retenir en phase d'après-midi qu'on peut jouer les personnes, qu'on peut jouer des goods. Les goods sont de type
divers et variés. Ça peut être des goods normaux, des chevaux, des accessoires, des armes et des sorts. Il y a un dernier type de goods qui sont les gadgets. Les gadgets, c'est des inventions qui ne peuvent être fabriquées que par des savants fous, des mad scientists. Et pour réussir à les construire, il y a une difficulté à surpasser, exactement de la même façon que les spells et que tout le bordel. Les personnages mad scientists ont une valeur de mad scientist, qui est donc indiquée toujours comme ça, mad scientist machin. Vous faites un pool et vous voyez si le gadget est construit ou non. Voilà, donc on peut jouer des personnages, on peut jouer des goods, on peut jouer ensuite des deeds, ce sont des lieux qui sont divers et variés. Quand il n'y a pas écrit out of town, bah vous allez les placer sur votre trottoir, dans la ville, à gauche ou à droite de votre maison lorsque c'est le début. Et puis lorsque vous avez déjà des lieux en jeu, bah vous allez pouvoir comme ça continuer votre trottoir. Ce n'est pas limité, vous pouvez avoir une infinité de lieux. Et voilà, vous allez vous construire votre côté de rue. Le dernier type de carte que l'on peut jouer, alors je ne sais pas si j'aurai un exemple, mais normalement oui. Alors, je vais laisser les deeds ici. Ça va être les cartes... donc les deeds sont des carreaux. Ça va être les cartes trèfle. Ce sont les cartes actions qui sont diverses et variées, qui peuvent être jouées à certains moments. Des fois, c'est pas en phase d'après-midi qu'on peut les jouer, mais là c'est le cas. Toujours pareil, le mot-clé pour savoir si c'est jouable l'après-midi, c'est noon. Donc là c'est le cas. Je joue la carte, je paye le prix, je fais l'effet. Les deeds, c'est pareil, on paye le prix en haut à gauche. Le coût des cartes est toujours en haut à gauche, de toute façon. Vous payez la carte, vous faites l'effet, ça va à la discard tout de suite. C'est le seul type un des seuls types de cartes qui ne restent pas en jeu. Et ben là voilà, vous avez vu les 4 types de cartes. Les personnages, les cartes qui vont sur les personnages, les lieux et les actions. Sachant que les actions sont jouables à différents moments du tour, ou différentes séquences du tour. Je vais développer ça peu de temps après. Écoutez, l'après-midi, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? Vous pouvez déplacer des objets. Je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails de comment ça se passe, mais imaginez, vous avez une arme qui est sur un personnage. Vous avez un autre personnage, vous pouvez déplacer un objet d'un personnage à un autre suivant certaines restrictions. Celui qui reçoit va devoir s'engager. Voilà, bref. Ça, c'est une action possible dans le tour. L'action d'acheter des cartes, c'était faire du shopping. Bon, voilà, ça s'appelle comme ça. L'action de déplacer des objets, ça s'appelle le trading. C'est assez logique. Et là, on arrive aux 2 dernières actions possibles dans un tour. L'autre action possible, qui est une des plus importantes du jeu, si ce n'est peut-être la plus importante du jeu, c'est l'action de déplacement. Les personnages qui peuvent se déplacer, ce sont ceux qui sont unbooted, qui sont dégagés. Donc, je vous le rappelle, booted, unbooted. Globalement, dans ce jeu-là, lorsque vous êtes booted, vous êtes vraiment bloqué, vous ne pouvez plus faire grand-chose et ça commence à vous réduire les possibilités d'action. Ce qui se passe, en fait, c'est que les joueurs vont faire des actions à tour de rôle. C'est d'abord le winner qui fait une action. N'importe laquelle des 4 que je vous ai annoncé et le mouvement, etc. Bref, il fait une action, on la résout. L'adversaire en face fait une action, on la résout. Ainsi de suite. Il y a un ping-pong comme ça d'actions à va-et-vient, comme dans Ashes, par exemple. Et une fois que les 2 joueurs n'ont plus d'action à jouer, une fois qu'ils passent consécutivement l'un et l'autre, ça met fin au tour. On passera au début de soirée, au coucher de soleil, la phase de sundown. Et tout ça pour dire que durant la phase d'après-midi, on va faire énormément d'actions et la plupart du temps, ça va boot vos personnages, ce qui fait qu'au bout d'un moment, après avoir agi avec tout le monde, vous serez bloqué, vous serez obligé de passer, ça mettra fin l'après-midi, on passera en phase de fin de tour. Voilà pourquoi le fait d'être engagé est un petit peu problématique dans ce jeu-là. Donc l'action possible de déplacement,
On ne peut se déplacer que lorsqu'on est unbooted. Voilà, logique. On peut se déplacer de n'importe quel lieu à n'importe quel autre lieu. Alors, si on est dans la maison, on peut aller dans un lieu adjacent, vraiment juste à côté, ou même éloigné, complètement à l'autre bout de votre rue. On peut aller, si j'ai un lieu out of town, complètement à l'extérieur de la ville, on fait ce qu'on veut. On peut aller dans le town square, on peut aller dans la maison adverse, on peut aller sur un lieu adverse, ou même dans un out of town adverse. Bref, vous pouvez partir de où vous voulez pour aller où vous voulez. Lorsque vous vous déplacez, vous engagez votre personnage. Ça le boot. Il y a 2 exceptions au fait d'engager votre personnage. Votre personnage ne s'engage pas s'il part du town square pour aller dans une zone adjacente, mais pas votre maison. C'est-à-dire que si vous êtes au milieu, vous allez sur un lieu de votre trottoir, il ne s'engage pas. Si vous revenez dans votre maison, là, il s'engage comme d'habitude. L'autre zone adjacente depuis le town square, c'est quoi? C'est la maison adverse. C'est un lieu adverse. Voilà. Quand vous partez du town square pour aller dans une zone adjacente, vous ne vous engagez pas. Faites attention, si vous partez du town square pour aller dans l'out of town, les zones out of town ne sont jamais adjacentes à rien. Elles ne touchent rien du tout. Elles sont au milieu de la pampa et voilà. Le deuxième mouvement gratuit qui existe, qui permet de ne pas faire engager votre personnage, c'est quand vous démarrez de votre maison pour aller dans une zone adjacente. Si vous partez de là, que vous allez là, ou là, ou là, ça n'engage pas votre personnage. Donc, pour résumer le mouvement, tous les mouvements engagent le personnage, sauf si vous partez du town square dans une zone adjacente, pas la maison, ou si vous partez de votre maison dans une zone adjacente. Voilà, les 2 seules exceptions. Dit comme ça peut être compliqué, ça peut être en même temps très simple, mais par contre, c'est ce qui fait le sel du jeu. C'est vraiment un jeu de placement, de déplacement, d'anticipation, de trucs comme ça. Et vous allez voir qu'entre les mouvements qui s'engagent, les mouvements gratuits qui ne s'engagent pas, il y a déjà un jeu à part entière ici. Il faut que vous considériez ce jeu-là, Doomtown, comme étant cette mécanique-là en tout premier lieu. Du déplacement de figurines, bon, c'est des cartes, mais c'est comme si c'était figurines, dans différentes zones de jeu, avec certaines restrictions qui vont vous bloquer à un moment. Ça, c'est pour moi la mécanique principale. Et vous avez la dernière action possible en phase d'après-midi. Donc je résume très rapidement. Hein. Vous achetez des personnes, vous achetez des objets, vous achetez des lieux, vous jouez des actions. Ça, c'est quand vous jouez des cartes. Il y a une autre action que vous pouvez faire sans carte, c'est le déplacement, je viens d'en parler. Une autre action sans carte, c'est le déplacement d'objets entre les personnes. Et la dernière action possible, c'est le call-out. C'est en gros une demande en défi, en duel. Comment ça se passe le call-out? Donc on n'a pas besoin de carte, hein. On dit bah tiens, je te call-out, je te défie, qu'est-ce que tu fais? Il suffit qu'il y ait 2 personnes dans le même endroit. Donc ça peut être 2 personnes dans le town square, 2 personnes dans ma maison, 2 personnes sur un lieu, sur un out of town, bref, on s'en fiche, vous avez compris. 2 personnes au même endroit. Je vais défier quelqu'un qui est dans le même lieu que moi. Ce quelqu'un-là a 2 possibilités. Soit il accepte le défi, on va démarrer un duel, un shoot-out, un combat, soit il refuse, et dans ce cas-là, comme une poule mouillée, il rentre engagé dans sa maison. Voilà. S'il accepte le défi, on va donc démarrer une phase de jeu qui est là aussi avec le mouvement la phase la plus importante de tout le jeu, qui est la phase de shoot-out. Le shoot-out est un peu comme le combat de vampire, relativement séquencé, mais pas très compliqué finalement. Ce qui va se passer dans le shoot-out, c'est qu'on va former un posse. Le posse, c'est quoi? C'est un groupement de personnes. Il n'y a pas que mon personnage qui call out, il n'y a pas que le personnage défié qui vont pouvoir être dans le shoot-out, il y a éventuellement d'autres personnes. Qui peut rejoindre un shoot-out? Alors, si vous avez des petits copains dans le même lieu, hop, naturellement, ils sont sur l'endroit du shoot-out, ils peuvent rejoindre le shoot-out. Peu importe qu'ils soient unboot
ou boot. Ils sont physiquement déjà ici, il n'y a pas de notion de déplacement. On dit juste, bah tiens, lui il vient, lui il vient, lui il vient. Voilà. Si vous avez des personnes qui sont dans une zone adjacente au lieu du shootout, si ça se fait dans le town square, globalement ça sera n'importe où sur le trottoir là, ou sur le trottoir là. Par contre, si le shootout se faisait là, bah, les zones adjacentes, ça serait là, là, ou dans le town square. Chez moi, ça serait pas possible. Bref, vous avez compris la notion d'adjacent, je pense. Lorsqu'il y a des personnes qui sont adjacents au lieu du duel, il n'y a que les personnes qui sont unboot qui peuvent se joindre au shootout. Pourquoi? Parce qu'elles vont devoir se déplacer. Une personne qui est booted ne peut pas se déplacer, elle est déjà occupée. Donc je suis unboot, je vais pouvoir me déplacer sur le lieu du duel, et par contre ce mouvement-là m'engage, c'est logique. Je perds du temps, je me déplace, j'arrive, je vais aider mes potes. Bref, la première phase du shootout, c'est de former des groupements par la notion de déplacement que je vous ai expliqué. Donc je vais faire vraiment n'importe quoi, hein. C'est juste pour l'exemple. Tac, il va me falloir un autre type d'exemple dans mon deck. Tac, et encore une autre carte. Bon, j'espère que je ne suis pas en train de vous perdre. J'ai toujours énormément de mal à expliquer ce type de jeu qui est quand même assez massif. Donc voilà, on va former des groupements. L'adversaire, peu importe, je vais lui mettre des trucs au hasard, on s'en fiche. On va dire que c'était comme ça. Là, on a formé notre possi. Ensuite, on a la phase d'après dans le shootout qui va être de jouer des actions qui sont pour le coup estampillées purement shootout. On va pouvoir avoir, comme je vous l'ai fait voir un tout petit peu plus tôt. Hop. Alors, je suis en train de chercher mes cartes. Toc, toc, toc. Évidemment, je n'ai pas d'effet de shootout pour ma part, mais mon adversaire en a, c'est une certitude. Résolution, voilà. Alors, dans cette phase d'effet de shootout en plein combat, on va pouvoir jouer, sans surprise, des effets où il y a écrit shootout. Tout est très verrouillé dans ce jeu-là. Je vous ai fait voir tout à l'heure des effets jouables en phase noon. Bah là, c'est des effets jouables en phase shootout. Ce que je vous avais pas dit, c'est que les effets de shootout peuvent être issus de cartes action depuis votre main, mais vous avez également des personnages qui ont des effets divers et variés également. Hein. Les effets de shootout ou de noon ou de n'importe quelle phase peuvent être issus soit de cartes de votre main, soit d'effets de cartes en jeu, que ce soit des personnes, des lieux, etc. Bon, là, c'est un petit peu du classique, on va dire. On va ensuite démarrer par le winner du tour, donc celui qui avait gagné le low ball au tout début. Il va faire un shootout play, il va faire son action. On va avoir un va-et-vient d'action encore comme d'habitude. Je vais faire une action de shootout, il va faire une action de shootout, je vais faire ainsi de suite. Dès que les deux joueurs passent consécutivement leur action de shootout, on va passer à la phase d'après, dans le combat. Les actions de shootout, c'est quoi globalement? Pour vous donner quelques exemples, ça va être le mec a fait venir des personnes dans le duel. Moi, je vais faire un effet de shootout qui va dire, bah tiens, toi, tu rentres chez toi, j'ai pas envie que tu combattes. Toi, t'es un peu trop fort en combat, je vais t'affaiblir. Voilà, c'est des effets divers et variés qui vont être là pour embêter l'adversaire et nous avantager, nous, hein, évidemment. Une fois que le va-et-vient de shootout est fait, on va passer à la phase où on sélectionne notre tireur. C'est le leader que ça s'appelle. Non, c'est le shooter, pardon. Donc, je vais choisir un shooter, je vais choisir celui-là en shooter. Ces deux-là vont regarder, ça va être en soutien. Je ne sais plus comment ça s'appelle les soutiens dans ce jeu-là, mais peu importe. L'adversaire, pareil, va choisir un leader et il a 2 soutiens. Arrivent les valeurs de combat. Alors, vous avez sur les persos une petite balle qui indique la valeur de combat. La valeur de combat, elle est de 2 couleurs. Couleur grise, c'est la plus puissante, ça s'appelle un draw. Si votre personnage a une balle grise, il est considéré comme un draw.
Draw, je crois que c'est tireur d'élite, quoi, un truc comme ça. Ah non, c'est stud, pardon. Le gris, c'est le stud, c'est le tireur d'élite. Et la balle en bronze, c'est un draw. J'ai plus la traduction en tête, mais c'est un mec qui est un peu moins puissant en combat. Normalement, ce qui se passe, donc là, vous avez compris, hein, c'est un combat, on va jouer au poker. Normalement, ce qui se passe, c'est que on va piocher une main juste pour le combat, 1, 2, 3, 4, 5, juste pour jouer au poker. Et comme en début de tour pour le low ball, on va complètement occulter tout ce qui est écrit sur les cartes, sauf la valeur de poker. Normalement, on tire 5 cartes et vous vous composez la meilleure main possible de 5 cartes. Donc, en tirant 5, il n'y a rien à faire, vous révélez et basta. Là, par exemple, qu'est-ce que j'aurais? J'aurais, hop, une double paire. Une paire de 10, une paire de dames. Sauf que les valeurs de combat vont être là pour améliorer notre pioche de poker. Pour faire simple, hop, on va dire que j'ai qu'une carte dans le combat. Là, j'ai 2 dans ma balle grise. La balle grise fait que je pioche des cartes additionnelles à ma main de poker. Et je pioche autant de cartes additionnelles que la valeur ici. Donc, je vais piocher 2 cartes. Donc, au lieu d'avoir une main de 5, j'aurai une main de 7. Et lorsqu'on va devoir constituer sa main de poker, vous aurez déjà un plus grand choix possible parce que vous ferez une sélection de 5 cartes parmi les 7. Donc là, moi, par exemple... hop, si on fait ça, c'est juste la fête. Ça, vous dites que c'est une dame, et vous avez un 3+2, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un full house. Donc là, c'est déjà plutôt correct. Vous avez dans les règles du jeu les valeurs de poker, hein, vous embêtez pas. Là, le rang 1, c'est la carte la plus forte. Rang 2, une paire, 2 paires, 3 cartes identiques, une suite, une flush, full house, 4 of a kind, straight flush, 5 of a kind, et la main du mort, la Dead Man's End, qui est la main la plus forte dans ce jeu-là. C'est très exactement ces cartes-là. 8 de pique, 8 de trèfle, As de pique, As de trèfle, Valet de carreau. Donc vous avez compris, le but du jeu, c'est d'essayer d'avoir le plus de cartes possible en combat pour avoir le choix et balancer une main avec un très haut rang. C'est pour ça qu'avoir des valeurs de combat importantes en balle gris vous donnera des cartes supplémentaires. Si par contre vous n'aviez pas eu de balle grise mais une balle en bronze, donc un draw, là ce qui se passe c'est qu'on ne pioche pas de cartes additionnelles. Par contre vous pouvez remplacer des cartes, c'est-à-dire que vous prenez 2 cartes qui ne vous plaisent pas, hop, vous les discardez et vous les remplacez. C'est à double tranchant. Des fois, vous avez envie de le faire, des fois, de ne pas le faire. C'est pour ça que la balle, comme je le disais, hein, être un stud, c'est beaucoup mieux qu'un draw. Il vaut mieux piocher en plus que remplacer. Voilà la différence de la couleur des balles. Voilà à quoi sert la valeur dans les balles. Ça, c'est valable pour votre tireur. On va rajouter maintenant les personnes qui regardent. Je vous l'ai dit, c'est un peu compliqué, je suis désolé. Hein. Alors, les personnes qui regardent, on va complètement oublier la valeur dans les balles. On va juste compter le nombre de balles et regarder quelle est leur nature. Pour faire un exemple, on va démarrer comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je pioche ma main de poker de 5 cartes. Mon tireur, il a 2 dans la balle. Je pioche 2 cartes additionnelles. Ensuite, on va compter le nombre de balles grises de tous mes soutiens qui regardent. Mais juste le nombre de balles et pas leur valeur. Là, j'ai une balle grise, carte supplémentaire. Voilà, donc les soutiens, on ajoute le nombre de balles de soutiens qui regardent. Et ensuite, c'est exactement le même phénomène pour les balles en bronze. On va pouvoir discarder pour remplacer, mais on ne regarde pas le nombre dans la balle, on regarde simplement le nombre de balles. Donc si vous avez, je ne sais pas, 3 studs qui regardent et 3 draws qui regardent, vous allez piocher 3 additionnels et vous pourrez faire un remplacement de 3. Voilà, c'est entre guillemets aussi bête que ça. Le but du jeu, c'est d'avoir énormément de cartes dans la main. Vous fabriquez la meilleure main possible. Hop, hop. Là, avec tout ce que j'avais pioché, j'aurai cette main-là. Et voilà,
Ensuite, une fois que la main est constituée, eh ben on va la révéler et on va la résoudre. On passe dans l'avant-dernière phase du shootout, qui est la phase de reveal résolution. Alors, ce qui va se passer en phase de reveal résolution, on va pouvoir utiliser des effets de reveal. Alors, je ne sais pas si j'en ai, mais des fois ici, il y aurait écrit reveal. Des fois, il y aurait écrit react, on va réagir à un truc. Et il y a surtout un truc cool, c'est un effet cheating résolution. C'est un effet de résolution lorsqu'on triche. Vous l'aurez deviné, dans ce jeu-là, enfin vous l'aurez deviné, non peut-être pas, dans ce jeu-là, quand vous construisez votre deck, vous le construisez pour les effets de jeu, à la Magic, un deck lambda, mais aussi pour les valeurs de poker, parce qu'il n'est pas question de piocher des cartes et de sortir que des mains pourries. Il va falloir vous mettre les bonnes valeurs de poker pour arriver à créer des suites, des full house, des four of a kind, machin, etc. Vous pouvez mettre 4 fois la même valeur, même couleur. Vous pouvez avoir 4 fois un 10 de pique, peu importe la carte en elle-même. Hein. Là, vous voyez que j'ai des 10 de pique différents, mais en tout cas, des 10 de pique, vous pouvez en avoir 4. Vous pouvez mettre 4 10 de trèfle, 4 10 de cœur, 4 10 de carreau. Vous pouvez aller au-delà de la construction d'un deck de poker traditionnel. Ce qui fait que ce qui doit arriver arriva, et là c'est exactement le cas, vous pouvez avoir des mains qui trichent. Bim, là j'ai, là j'ai une main qui triche, j'ai 2 dames de pique. Ça n'arriverait pas dans le vrai poker, mais là ça arrive parce qu'on a construit notre deck. Et donc du coup, lorsqu'on triche, on s'expose à des cartes cheating résolution. Lorsqu'on révèle une carte qui triche, boum! On peut également le faire lors du low ball du début de tour. Hein. Tu triches, boum! Et là, souvent, c'est des effets dévastateurs. Vous vous en mangez, mais plein la tronche. Et c'est là où le jeu, je ne sais pas si vous commencez à vous en rendre compte, mais c'est là où le jeu, il est formidable. Parce que déjà, vous devez construire un deck pour les effets de jeu. Faire des combos à la Magic, enfin un jeu normal. Vous construisez un deck pour les valeurs de poker, pour sortir des mains de poker décentes. Vous essayez de faire des combos, d'avoir des hautes valeurs, d'avoir plein de cartes pour avoir un choix de ouf pour vous constituer une main. Le problème, c'est que souvent se constituer des grosses mains intéressantes, vous vous exposez à de la triche et à des cartes anti-triche. Donc il y a toujours le ratio, j'ai envie de faire une grosse main, mais est-ce que je vais m'en prendre dans la tête? Est-ce que le mec joue des cheating? Et on retrouve un petit peu l'aspect du vrai poker. Alors on est très loin du vrai poker, mais on retrouve quand même justement ce truc-là. C'est pour ça qu'il y a des jokers qui existent, qui permettent des fois de faire des combinaisons de poker, tout en restant dans une main légale. Si vous faites un 5 of a kind, une 5 of a kind est toujours trichante, mais non, justement, vous pouvez avoir une 5 of a kind légale grâce à un joker, justement. Bref. Pour le combat, est-ce que c'est tout? Non, bien sûr que non, c'est pas tout. On va révéler les mains de poker, on peut jouer des effets de réaction, de cheating résolution, de reveal, etc. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on compare les rangs. Imaginez que mon adversaire a sorti la main du mort, il est en rang 1, 11. Moi, j'ai sorti un rang 8, par exemple. Eh bien, 11 moins 8, ça fait 3. Le perdant, donc moi, je vais me prendre 3 dégâts. À ce moment-là, ce qui se passe... Je ne sais plus quels étaient mes persos, mais peu importe. Toutes les personnes qui étaient impliquées dans le shootout, je vais devoir prendre 3 blessures parmi les personnes présentes. Discarder une personne du jeu, c'est absorber une blessure. Tuer une personne du jeu, c'est absorber 2 blessures. Tout à l'heure, en début de partie, précédemment, bref, on s'en fiche, je vous ai dit que, on discardait les cartes qu'on révèle pour faire des poules, pour les mains de poker, pour le low ball, etc. Et je vous ai parlé que quand on n'avait plus de deck, on remélangeait la discard dans le deck. Ça, c'est valable pour la pile de discard, pour toutes les cartes que l'on joue ou que l'on défausse. Par contre, si on veut absorber des dégâts et qu'on tue véritablement une carte, ça se dit ace dans ce jeu-là, elle va aller dans une pile des morts, la boot heal, qui est une autre pile de défausse qui n'est pas la pile de discard. Et lorsqu'on fait un reshuffle de son deck, on ne remélange pas
la pile des cartes Boot Hill. Voilà, ils sont définitivement morts. Et vous avez un certain type de personnages qui sont les Harrowed. Bon, là, j'en ai pas, mais c'est en gros des morts vivants. Il y aurait écrit Harrowed ici. Eux, ils sont très bien, ils sont déjà morts en fait. Donc on peut les engager, les faire venir dans sa maison. Ils absorbent une blessure. On peut les discarder, ils en absorbent 2. Et on peut les tuer dans la boutique, ils en absorbent 3. C'est l'avantage des Harrowed, c'est déjà des morts vivants. Voilà pour la résolution des blessures. Et la dernière phase du combat, c'est le perdant du combat décide soit, s'il a encore des personnes en jeu, hein, évidemment s'il n'y en a plus, l'affaire est réglée, mais s'il restait des personnages, il peut décider soit de rester dans le combat et on relance un round avec toute la séquence que je viens de vous faire voir. On joue les shoot-out play, on choisit son leader, on choisit ses soutiens, on pioche, on constitue, etc. Soit on relance un round, soit on va rentrer chez soi, engagé. Et ça met fin au shoot-out. Je répète une dernière fois, on peut jouer des personnages, on peut jouer des équipements, on peut jouer des lieux, on peut jouer des actions. En tant qu'action qu'on peut faire encore, on peut dealer des objets d'une personne à un autre. On peut se déplacer et lorsqu'on est au même endroit, on peut call out une personne adverse. Il y a des fois des cartes, hop, là je rentre un petit peu dans les détails, il y a des fois des cartes qui sont des lieux privés. Lorsqu'un shootout a lieu dans un lieu privé et qui implique des personnes qui sont contrôlées par un joueur qui n'est pas le contrôleur de ce lieu-là, bref, si ça c'est à moi et qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient chez moi et qui me call out chez moi dans un lieu privé, ces personnes vont devenir wanted. Wanted, ça veut dire, hop, qu'on va placer un Ghost Rock de la banque sur la personne, il devient recherché, il devient wanted, et il a un bounty sur lui. Lorsqu'une personne wanted avec du bounty sur lui est sortie du jeu, tout le Ghost Rock qui est sur la personne va chez celui qui l'a tué, enfin chez l'adversaire. Chez celui qui l'a tué, ouais d'ailleurs, je crois. Voilà, ça c'est la petite subtilité du jeu thématique. Il y a des personnes qui jouent vachement sur le côté wanted, bounty, notamment ce deck-là qui sont les shérifs, les hommes de loi, etc. Bon, c'est un petit peu logique. Il y a les hors-la-loi, c'est un clan spécifique qui, eux, s'en foutent complètement d'être wanted. Ils sont dans le town square, ils défient tout le monde, ils butent dans tous les sens, et c'est la fête. Et au contraire, ils profitent du fait d'être wanted, d'avoir du bounty sur eux pour faire des combos, des effets de jeu divers et variés. Et voilà. Vous allez me dire, ok, on a la structure du tour, on a la structure des combats, on a les actions, mais quel est le but du jeu et comment on gagne? Eh ben j'y viens, et je vous avoue que c'est pas hyper évident à expliquer comme ça. Alors, je vais refaire un petit peu mes piles. Donc, vous l'avez compris, on est dans une ville, il y a des zones de jeu, trottoir, town square, out of town, etc. On va poser des lieux, et le but du jeu, c'est de contrôler la ville. Celui qui contrôle la ville gagne la partie. Comment on contrôle la ville? Il faut avoir des personnes quand même assez influentes, qui ont un certain charisme, pour avoir la mainmise, la domination sur certains lieux prestigieux qui donnent des points de victoire. Sur les lieux, les deeds, on va avoir... Hop. Alors, on va prendre les deeds. Voilà. On va avoir une caractéristique qui s'appelle les points de contrôle, les control points. Quand je joue une carte sur mon côté de rue, hop, je suis le possesseur de la carte parce qu'elle sort de mon deck, mais je suis également le contrôleur de la carte. Par défaut, le contrôleur d'une carte, c'est celui qui la possède. Je joue celle-là, je suis le contrôleur. Du coup, le fait d'être contrôleur, je peux utiliser ici les effets de contrôleur. Contrôleur noon boot, ça veut dire je contrôle, je peux jouer l'effet en phase d'après-midi et j'utilise la carte en l'engageant. Le fait d'être le contrôleur d'une carte, je marque 2 points de contrôle ici. On va prendre des petits jetons qui sont les points de contrôle. Là, j'ai 2 points de contrôle. Naturellement, si vous avez plusieurs lieux en jeu, hein, hop, là, vous êtes le contrôleur, bah, vous aurez un autre point de contrôle, etc. Bref, vous pouvez
Ensuite, parce que l'adversaire va lui aussi poser des lieux, vous pouvez essayer de prendre le contrôle des lieux adverses. Alors, comment ça se passe? Imaginez, bon, on va faire plutôt même l'inverse. Imaginez donc là, vous contrôlez ces lieux-là, vous êtes tranquille, peinard chez vous, vous avez 3 points de contrôle, machin. Imaginez l'adversaire, il veut venir vous embêter, il va venir chez vous, comme ça. Et là, on va regarder qui contrôle le lieu, parce que y a une personne dessus. Et là, on va regarder l'influence des personnages. C'est la petite pastille dans le rond rouge. C'est en gros le charisme des personnages. Pour contrôler un lieu, il faut être en majorité en termes d'influence sur ce lieu. Là, mon adversaire a 1 d'influx, j'en ai 0, il est majoritaire. Si moi je fais venir une personne qui a également 1 d'influx, il y a une égalité, mais comme je suis le owner, le possesseur de la carte, l'égalité est toujours tranchée vers moi. C'est moi qui contrôle le lieu, c'est moi qui aurai le point de victoire. Mais par contre, donc s'il n'y a personne à moi dans ce lieu-là, c'est mon adversaire qui contrôle le lieu et qui a le point de contrôle. Donc déjà, il me ferait perdre un point de contrôle, mais lui aurait un point de contrôle en face. Donc il va y avoir un jeu comme ça de domination, de déplacement, où on va essayer de contrôler des lieux pour marquer des points de contrôle. Ce n'est pas exactement le but du jeu. Ce qu'il faut, c'est avoir en fin de tour, en phase d'après-midi, plus de points de contrôle que votre adversaire n'a d'influence. C'est quoi l'influence? On va regarder toutes les cartes personnages qu'il a en jeu. Hop. Là, par exemple, mon adversaire aurait lui, qui a 1 d'influx, lui 2 d'influx, 3 d'influx, 5 d'influx. Et en fait, on tient compte en permanence de l'influence des joueurs en utilisant des tokens rouges. Donc là, mon adversaire a 1, 2, 3, 4, 5 d'influence. Hop, là, moi, j'ai 2, 3 points de contrôle. Hop, et ce qu'il faut, c'est en fin de tour avoir plus de points de contrôle que votre adversaire n'a d'influence. Voilà, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais voilà, une fois qu'on a compris que les personnages avaient de l'influx, que les lieux donnaient du contrôle, et qu'on contrôle un lieu lorsqu'on est majoritaire en influence dessus, je pense que vous avez compris tout le jeu. C'est un jeu de domination, on va chercher à avoir plus d'influence pour contrôler les lieux, et voilà. Là où ça devient vraiment très spécial et très à l'opposé des autres jeux. Donc je repasse sur la caméra frontale, désolé, je me suis pris une saucée tout à l'heure, j'ai les cheveux, la tête, en plus je suis pas rasé, je suis vraiment désolé. Donc ce que je disais, c'est que voilà, les conditions de victoire sont un petit peu compliquées parce que ça imbrique 2 notions différentes. Il y a la notion de point de victoire qui est matérialisée par par le jeu de plateau. En gros, on va déplacer les cases, on va chercher à les contrôler. Pour les contrôler, il faut avoir plus de personnes, ou en tout cas plus d'influence sur ce lieu-là que votre adversaire, sachant que par défaut, vous contrôlez vos lieux sans même avoir de personnages dedans, donc ça peut être aussi une technique. Mais comme la condition de victoire, c'est pas d'avoir plus de points de contrôle que l'adversaire, mais d'avoir plus de points de contrôle que son influence, vous avez 2 paramètres comme ça qui se croisent. En gros, la technique, c'est quoi? C'est soit vous fabriquez des points de contrôle et vous essayez de maintenir ce contrôle-là pour vous, et comme vous en aurez plus que d'influence, naturellement, vous allez passer outre son influx, donc. C'est pas toujours possible, parce que lui, en face, ce qu'il peut faire, c'est quoi? C'est justement augmenter son influence par l'ajout de beaucoup de personnages en jeu. C'est pas forcément facile non plus. Des fois, il y a des effets de jeu pour augmenter l'influence. Donc une personne à 3, elle va passer à 5 d'un coup, et ça devient très dur d'avoir plus de contrôle que d'influence. Donc vous, votre but, en parallèle de contrôler des zones dans la ville, ça va être aussi de réduire l'influence adverse, et ça passe par la destruction des personnes en face. Vous allez chercher à les buter globalement. Et du coup, il y a les deux variables qui s'imbriquent comme ça. Il y en a une qu'on va chercher à augmenter pour soi, et l'autre qu'on va chercher à diminuer pour l'autre. Mais vous pouvez faire aussi l'opposé pour vous-même. Diminuer les points de contrôle adverses et augmenter votre influence à vous.
Donc vous avez quatre directions comme ça. Voilà, et c'est en ce sens où le jeu il est vraiment vraiment pas évident. Vous verrez une fois que vous aurez fait quelques tours, la structure du tour que je vous ai expliqué, avec les shoot-out, les actions et tout, finalement c'est pas très compliqué. Mais ce qui est compliqué, c'est le but du jeu. C'est savoir comment on va avoir plus de contrôle que d'influence. Et là, voilà, il y a 4 manières d'y arriver globalement, et c'est là où le jeu est d'une richesse inouïe, avec des déplacements, etc. C'est la notion de cases adjacentes et tout, c'est juste mais incroyable. Et en gros, quand est-ce qu'on vérifie comme ça la condition de victoire? C'est en fin de tour, au coucher de soleil, la phase de sundown. On va gérer tous les effets de jeu qui durent jusqu'à la phase de sundown. On va vérifier les points de contrôle, les points de victoire, etc. Et voilà. Et en phase de fin de tour, on va dégager toutes nos cartes, on les prépare pour le tour d'après. On peut discarder une carte si on le désire, et ensuite on repioche jusqu'à notre taille de main complète de 5 cartes. Donc plus on va jouer de cartes dans le tour, plus on va piocher de cartes en fin de tour. Le fin de tour est totalement terminé, on redémarre un nouveau tour, on va miser en phase de gambling du Ghost Rock, on va faire le Lao Ball, la plus petite main gagne, récupère le Ghost Rock, est le winner du tour, on passe en phase d'après-midi et rebelote. Et le premier arrivé à la condition de victoire gagne, naturellement. Voilou, voilou. C'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement, enfin voilà, je ne vais pas refaire la vidéo précédente, mais c'est un jeu que j'affectionne pour son thème, pour son graphisme, pour son originalité de table, pour les mains de poker. C'est un jeu, oui, il n'est pas évident, oui, il est relativement expert, ouais, ok, il est lourd, etc., mais il est tellement atypique, tellement ouf. Voilà, ça faisait très longtemps que je voulais vous en reparler. Très souvent, j'en ai parlé dans des vidéos, etc., et je suis enfin vraiment super heureux de vous avoir montré ça. Il y a un truc qui est peut-être pas visible comme ça non plus au premier abord, mais dites-vous bien que plus vous allez avancer dans la partie, plus il y a de cartes qui vont être posées en jeu, que ce soit des lieux, des objets, des personnages, des sorts, etc. Bref, vous allez avoir de plus en plus de cartes en jeu. Votre deck va se vider, va se meuler très régulièrement parce que vous allez donc tirer des mains de poker qui vont être défaussées comme ça régulièrement. Au bout d'un moment, vous allez recycler votre discard pour refaire un deck, vous remélanger, etc. Sauf que par rapport à la taille de votre deck de départ qui était de 52 cartes, vous n'aurez plus du tout les cartes qui sont en jeu. Votre deck aura été épuré de toutes les cartes que vous avez déjà jouées. Et c'est là où le jeu il prend encore une dimension totalement affolante. C'est qu'en fait, vous pouvez prévoir, dès la construction du deck, les cartes que vous pensez jouer obligatoirement dans la partie, qui vont être posées en jeu et rester en jeu, concrètement vos lieux, des trucs comme ça, de manière à planifier vos mains de poker qui vont sortir en milieu ou fin de partie. C'est logique, parce que toutes les cartes... Imaginez que vous vous construisez un deck sur des valeurs de poker. Généralement, on construit sur 3 valeurs de poker. Imaginez vous construisez sur les valeurs, je dis n'importe quoi, 6, 7 et 8. Mais que dans votre deck, vous avez des cartes issues des autres valeurs que 6, 7, 8. Vous avez du 1, 2, 3 par exemple. Mais si vous avez prévu que les cartes de valeur 1, 2, 3, ça soit des cartes qui vont être installées et qui vont vous servir vraiment en cours de jeu et qui vont rester en jeu et pas revenir dans le cycle infernal du deck, et vous aurez épuré votre deck pour n'avoir que vos valeurs de poker 5, 6, 7. Et c'est là où le jeu il est formidable. Au début, j'ai pas trop compris ce système de... Enfin, je me rendais pas assez compte en fait du système de rotation, mais moins les cartes qui sont en jeu. Et du coup, vous optimisez encore plus vos mains de poker au bout d'un moment. Ça, plus les valeurs de balles des personnages, etc. Enfin, c'est... Voilà, voilà. Que vous dire de plus? Pas grand-chose. Je vous ai finalement dit quand même beaucoup. La vidéo va durer 1 heure. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, malgré tout. Sinon, je vous renvoie sur le site de l'éditeur, Pinnacle Entertainment, où vous avez plein de documents à télécharger. Vous avez comme ça une aide de jeu relativement simple. Elle m'a fait extrêmement peur au début. Et finalement, c'est là qu'on s'aperçoit que voilà, c'est comme Vampire. C'est exactement pareil. Vous allez faire un tour, un combat, un truc, et après c'est parti, quoi.
Tout le reste, les hucksters, les chamans, les spirits, les blesses, les miracles, les gadgets, tout ce truc-là, c'est plus pour la notion de deck building, pour de la thématique. Certes, il y a quelques mécaniques qui changent, kung fu, machin, mais c'est pas ce qui fait véritablement le sel du jeu. Là, je viens de vous l'expliquer, quoi. Allez, sur ce, je vous laisse. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me soutenir via la boutique, à vous faire plaisir. Et Doomtown est dispo à la commande sur le site. Peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, le jeu ne sera peut-être pas dispo, mais je peux très certainement ravoir. N'hésitez pas à précommander, à réserver ou à me contacter pour qu'on voit ça ensemble. Allez, merci beaucoup, des bisous et à la prochaine. Bon shoot out. Salut!